Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec SOS Fantôme, l'héritage, oui je vais foutre ce truc de côté, de Jason Reitman, sorti enfin au cinéma, et qui est ce qu'on appelle, évidemment, c'est le reboot qui est supposé effacer l'infamie de 2016, avec le fils du réalisateur original à la commande, le retour du casting original, et un grand respect puisqu'il s'agit d'une réelle suite aux deux premiers films sortis au cinéma. Donc, on a forcément eu un bon film. Ou alors? Vous avez gagné à la loterie? Si on veut, mon père est mort. Callie, bientôt expulsée de chez elle, n'a d'autre choix que de s'installer dans la vieille maison que lui a léguée son père dans la ville de Somerville. Et ce fameux père n'est autre qu'un certain Egon Spengler. Sa fille, Phoebe, génie scientifique en herbe, découvre bientôt la nature scientifique des travaux de Egon et la menace qui pèse sur Somerville et bientôt sur le monde entier. Qu'est-ce qu'on attend quand on va voir un film Ghostbusters? Grosso modo, pour moi, j'ai jamais été un grand fan de la série, mais c'est des films qui mêlaient de manière plutôt habile de la comédie familiale et de l'épouvante horreur, on va dire toujours de niveau familial, mais avec ces petits pics de flip quand même. Je sais que par exemple, il y en a beaucoup qui ont été effrayés dans leur enfance par le fameux Vigo des Carpates du deuxième film, ou encore certaines apparitions du premier film étaient d'un côté très amusantes et pouvaient être aussi sacrément terrifiantes. Bref, le film avait trouvé ce mix assez improbable entre un univers qui n'était pas supposé être dirigé vers la famille ou les enfants, mais finalement avait complètement trouvé la famille et les enfants, en étant deux énormes succès au box-office. Mais c'était quoi les éléments d'un film Ghostbusters? Alors on avait en numéro 1 Bill Murray qui faisait le connard sympathique, comme il l'a fait toute sa carrière après et qu'il le faisait déjà très très bien. Je pense de mon point de vue que c'est qu'à partir des films Ghostbusters que c'est devenu un personnage que le grand public a aimé. Je crois, vous savez pas, faites-moi un air coléreux, montrez-vous en colère, hein, vous avez eu une mauvaise journée, hein? Oui, merci bien. Le deuxième élément qui a fait aussi la notoriété et le spectaculaire succès des films Ghostbusters, ce sont les effets spéciaux. Les films Ghostbusters ont été connus pour pousser un peu plus loin les effets spéciaux d'épouvante en réalisant des effets extraordinaires. On a notamment l'immense Bibadum Chamallow du premier film qui avait été une claque technique, la rivière de slime dans le deuxième film si je dis pas de bêtises, et plein d'autres effets qui ont mis des claques, le tableau mouvant de Vigo des Carpates dans le deuxième film. Bref, les Ghostbusters, c'était des grands films de tentatives d'effets spéciaux spectaculaires qui ont été souvent très réussis. Ça s'écoule comme une rivière. La comédie, les effets spéciaux exceptionnels, c'est clair, c'est Ghostbusters. Mais perso, je rajoute un petit truc. C'est un ton typiquement 80s, typiquement des années 80. On a un humour cringe qui aujourd'hui, je trouve, passera beaucoup moins bien, sera beaucoup moins bien reçu. Janine, déjeuner. Oh, ça sent comme si quelqu'un avait fait un gros. Autre élément récurrent des films des années 80 aussi, c'est les parodies de pubs, les pubs que les Ghostbusters font pour se vendre, puisque dans le film, les Ghostbusters sont une entreprise, ils doivent essayer de faire rentrer de l'argent, donc ils vont vous aider à vous sauver de fantômes et de choses spectrales, mais vous allez les payer quand même. On est d'accord qu'il y a un petit côté ironique là-bas derrière et qui était assez drôle. SOS Fantôme. Et ça s'ajoute à des scènes qu'on appelle clipesques, donc des véritables moments où on a juste de la musique, où on voit les personnages kiffer, ou souffrir ou autre. On a ça dans plein de films de cette époque-là. Tous ces éléments-là sont dans Ghostbusters et ils font de Ghostbusters un véritable succès familial populaire des années 80. Les films Ghostbusters avaient compris ce que le public, ce que le grand public des années 80 allait chercher. Le pari de ces films Ghostbusters était donc, pour le coup, très compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sait, on sent ce que le grand public va chercher dans une époque? La première idée simple, ça a été de faire une histoire autour des enfants, ou en quelque sorte des descendants des Ghostbusters. Logique, le casting principal original ayant vieilli, malheureusement Harold Ramis est mort entre-temps, paix à son âme, et donc il était clair qu'il fallait partir sur autre chose, ce que le reboot avec Melissa McCarthy avait déjà tenté d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, ici, il s'agissait donc de travailler littéralement avec les petits-enfants des Ghostbusters. Si vous avez vu la série Stranger Things comme moi et que vous avez apprécié, vous allez être d'accord avec moi que ça n'atteint pas le même niveau d'intensité. On apprécie ce groupe, ils sont sympas,
La petite actrice principale qui joue Phoebe est vraiment très bien, mais ça ne décolle jamais réellement. Mais grosso modo, j'ai pas envie de pérorer sur ce groupe d'enfants, je les trouve tout simplement lambda. Ils sont bons, sans plus. Là où on pourrait avoir un léger plus, c'est la présence de Paul Rudd qui joue le professeur scientifique, petit copain de la mère, qui va amener son humour à lui et son décalage. Si on aime bien l'humour de Paul Rudd, on va plutôt être dedans. Et quand je dis que Jason Reitman a réellement tenté de sentir l'humour d'une époque, c'est la présence de Paul Rudd qui en est la preuve. Paul Rudd a cet humour décalé, ce côté presque à franchir le quatrième mur, pas comme Ryan Reynolds, mais presque à le faire, à faire quelque part des clins d'œil aux spectateurs avec des références et autres, qui fait passer l'humour du film plutôt bien. Il joue son personnage au premier degré, il est content d'être là, ça se voit, mais il fait du Paul Rudd. Si son personnage s'appelle Paul Rudd, je pense pas que je choque qui que ce soit. Mais c'est intelligent. Il y a une partie du public qui aime beaucoup ce que propose Paul Rudd dans son cinéma. Je pense aussi que le ton de Paul Rudd est un ton beaucoup plus familial. La science est téméraire. Exactement. Oui, c'est du punk rock. C'est l'épingle à couche à travers le mamelon du savoir humain. Ouch. C'était donc une bonne idée de la part de Jason Reitman. Malheureusement, soyons honnêtes, le film décolle pas vraiment, il n'est pas très drôle, il a quelques moments sympathiques, ça fait sourire, mais ça n'est pas non plus hilarant. On devrait pas rester ici. Vous êtes un adulte. Ouais. Irresponsable. Vous allez donc me dire, c'est les effets spéciaux qui rattrapent l'histoire. C'est compliqué. Je pense que Jason Reitman s'est un peu trompé. C'est son premier blockbuster. Il faut admettre que l'action est de qualité. On a quelques scènes d'action spectaculaires. On a notamment une poursuite dans la fameuse voiture, la Ecto 1, si je dis pas de bêtises, des Ghostbusters, qui est très sympathique et qui est franchement spectaculaire. Mais ça, ce n'est pas le ton des Ghostbusters. Comprenez-moi bien. C'était d'abord et avant tout des effets spéciaux d'épouvante novateurs, exceptionnels qu'on n'avait pas vus ailleurs. Il faut être clair là-dessus, ce Ghostbuster ne propose pas ça du tout. Au point de reprendre littéralement des monstres du premier film et de les remettre simplement au goût du jour, de la HD. Et ce que le film rajoute en plus et invente n'est que rarement intéressant. On a un effet spécial qui est plutôt inquiétant, gloomy, que je trouvais plutôt sympa, c'est un moment où on voit grosso modo le mal remonter les enfers dans une sorte de flot de lave comme ça, et c'est assez glauque et assez réussi. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool comme imagerie. Mais globalement, pour un film qui a de gros moyens et qui est un blockbuster, c'est quelque part et décevant pour 2020, dans le sens c'est pas suffisant, ça va pas assez haut, ça tape pas assez fort, et en plus c'est un film Ghostbusters. Donc ça devrait nous en mettre plein la gueule, nous apprendre de nouvelles choses, entre guillemets, sur les effets spéciaux. Je ne trouve pas que le film le fasse. C'est moche. Et ça s'ajoute à un truc terrible, c'est que ce scénario, tout en respectant énormément sa source et les premiers films, manque complètement d'ampleur et de spectaculaire en fait. Parce que oui, un truc qui est assez étonnant, je trouve, de la part de Jason Reitman, c'est que autant l'histoire principale est bien écrite, il s'agit clairement d'un film d'héritage entre un grand-père et sa petite-fille, et de la relation compliquée entre la fille d'Egon Spengler et Egon Spengler. Et le film se permet du coup des beaux moments de nostalgie, et l'histoire centrale est assez claire. Le rapport entre la mère, la fille et le grand-père est assez intéressante. L'histoire du frère, je l'ai trouvée déjà beaucoup plus secondaire et franchement moins intéressante. Et la naissance du groupe de jeunes Ghostbusters est à cet endroit-là franchement pas très efficace. Je comprends l'idée, mais j'ai pas été très impliqué. Au final, ça tourne beaucoup plus autour de la petite sœur, et c'est là où l'histoire est intéressante parce qu'elle vient vraiment croiser l'histoire de la mère, l'histoire du grand-père, et de facto l'histoire des Ghostbusters et tout le côté fantastique de l'histoire. Tout ceci s'ajoute pour moi au point faible numéro 1 de ce film Ghostbusters, c'est le choix d'avoir déplacé l'histoire à Summerville. Clairement, dans l'idée de Jason Reitman, il y a l'idée de ne pas faire un Ghostbusters 3 qui serait en quelque sorte une redite des deux premiers. Erreur, entre guillemets, qu'aurait fait le film de 2016. Mais je vais revenir là-dessus après aussi. Parce qu'en déplaçant le film à Summerville, une toute petite ville,
la capacité pour le film de devenir, quelque part, le côté épouvante, un peu cirque, un peu ridicule, mais en même temps amusante et, comment dire, enthousiasmante des 2 premiers Ghostbusters disparaît complètement. Vu qu'on est dans un village, le moment qu'on attend de tous les Ghostbusters, en tout cas il me semble, c'est le fameux moment où les spectres sont tous libérés et envahissent les lieux. Et ce moment dans ce Ghostbusters-là, non seulement n'a pas lieu, ou alors de manière très modérée, mais en plus, il n'a pas le culot qu'a eu les films de l'époque d'aller à la frontière de l'épouvante. Malheureusement, cette absence de fantaisie, cette absence de lâcher prise, cette absence de grand foutoir à un moment donné, où on voit vous voyez, des spectres qui viennent de partout, comme je disais avant, le Titanic qui revient au port de New York, le manteau de vison d'une dame où tous les visons se réveillent et commencent à l'attaquer. Vous voyez ce genre de choses toutes bêtes, de petites séquences qui faisaient le côté délirant et le côté amusons-nous ensemble de ça, d'imaginer des fantômes qui reprendraient le contrôle, qui seraient présents, qu'on pourrait voir dans notre monde. Et ça, je trouve que c'est une séquence qui manque complètement dans ce Ghostbusters Afterlife. Parce que c'est la nature même des films Ghostbusters à un moment donné d'avoir ce type de séquence. Et du coup, je me permets une petite parenthèse sur le Ghostbusters de 2007 de Paul Feig. Je n'ai pas aimé ce film, l'humour de Melissa McCarthy est pas mon truc. Ok, ça c'est dit. Par contre, j'ai pas du tout aimé les gens qui ont attaqué le film en mode c'est une suite irrespectueuse des films précédents. Oui, le film se permettait des moments un peu absurdes, badass, qui sont l'humour de Melissa McCarthy, et les films qu'elle fait Paul Feig, c'est ceux-là. Donc je comprends qu'on ait trouvé que c'était de trop dans l'univers Ghostbusters. Mais en même temps, le film donnait réellement ce qui faisait la source des films Ghostbusters dans les films des années 80, c'est-à-dire des spectres, beaucoup, voire beaucoup, et délirait réellement sur ça. À ce niveau-là, c'était un film beaucoup plus amusé et enjoué que Ghostbusters l'héritage, qui avec tout son respect des films originaux, et qui est tout à fait respectable et louable, en oublie de s'amuser avec le matériau. Or justement, les films Ghostbusters, c'était d'abord des films amusants, non ? Oh non, vous êtes collant, vous. Dites bonjour à ma petite copine. Pour être clair, ce Ghostbusters Afterlife, l'héritage, est un film très sympathique, c'est une suite respectueuse, on y retrouve beaucoup d'éléments des films originaux Ghostbusters, et pour ceux qui découvriraient l'univers, c'est franchement un bon film, c'est une belle histoire de famille. Quand les différents personnages des Ghostbusters reviennent, c'est franchement sympathique, c'est pas très drôle et ça marche pas forcément très bien, mais au moins ils reviennent dans leur rôle de Ghostbusters, et c'est ce que les fans voulaient. Donc à cet endroit-là, je pense pas que les fans puissent se plaindre de ce film, je pense même qu'il passera beaucoup mieux que celui de 2007. Nonobstant, c'est loin d'être un film parfait ou une excellente suite. Parce que tout simplement, il manque toute cette générosité, cette liberté de ton, ce côté sincèrement populaire et amusé que le thème d'avoir des fantômes à l'image donnait dans les premiers films. Les premiers films s'amusaient réellement du fait d'avoir des fantômes avec des effets spéciaux de fou à l'écran. C'était ça qui drivait clairement le scénario, l'envie de faire aller les personnages dans des univers fous, de créer tout ce passage complètement dingue entre différents univers avec des malédictions, des monstres, des bibadums chamallows géants. C'est ça à un moment donné, l'esprit à mon avis de ce qu'étaient les films Ghostbusters. Au-delà d'avoir le casting principal, l'humour bon enfant et grand public qui était le centre de l'histoire, et les effets spéciaux qui flirtaient entre l'épouvante et le grand public, il y avait ce plaisir d'avoir un maximum de fantômes et de monstres à l'écran. Parce que franchement, je pense que c'est ça qui m'attriste un peu avec ce Ghostbusters l'héritage. C'est pas un mauvais film, on va passer un bon moment devant. Mais les gars, c'est un film Ghostbusters, allez-y. C'est le film où tu peux délirer sur les fantômes parce que ça fait partie de l'ADN du machin. Et au final, on l'a pas beaucoup. Alors on a un beau drame, un casting qui fait bien le taf, un respect des fans quasi clinique, mais est-ce que c'est ça, un vrai bon film populaire ? Est-ce qu'il manque pas ici justement la part d'irrespect, la part d'irrévérence, la part d'amusement qui fait qu'un film populaire devient réellement un grand film populaire, dont on se souvient et qu'on n'oubliera pas. Paix et prospérité.